Le sujet qu'on aborde aujourd'hui est un sujet en même temps assez vaste. Alors comme vous pouvez le voir ici, on ne parle plus de palier 1, de palier 2, palier 3, ça c'est terminé. Ça avait été inventé pour obliger les pays dits à développement qui n'utilisaient pas les morphiniques, à les obliger à utiliser morphiniques. Mais cette appellation est désormais obsolète. Et donc, il y a plusieurs classifications. Comme vous voyez ici, on parle d'antalgiques antinociceptifs, avec donc le paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les opioïdes. Les anti-hyperalgésiques, là, c'est à cause des mécanismes, notamment NMDA, on reconnaît la kétamine, et les anti-épileptiques, dont on pourra parler. Et ensuite, le néfopam, ça c'est l'acupan, qui est redevenu à la mode. Et puis, ce qui agit à la fois comme sur les inhibiteurs descendants, donc les antidépresseurs tricycliques qui restent toujours d'actualité, les autres antidépresseurs nouvelle génération, mais depuis le temps maintenant ils ne sont plus vraiment nouvelle génération, avec moins d'effets indésirables, et puis ceux qui sont à la fois un peu mixtes. J'ai oublié d'abord ceux qui agissent en périphérie, donc les anesthésiques locaux, la carbamazétine, le topiramate qu'on utilise plutôt dans les névralgies, et évidemment la capsaïcine dont on parle beaucoup maintenant. Et puis ceux donc qui ont un effet mixte, à la fois anti-antalgique et aussi modulateur sur les contrôles inhibiteurs descendants, comme le tramadol, le tapentadol n'ayant pas eu l'acceptation en France, donc on n'en parle plus. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les antalgiques à partir de quoi et ou comment ils agissent, et donc selon les mécanismes de la douleur. C'est pour ça que c'est intéressant de ne plus parler de paliers, parce que du coup, ça nous oblige à nous adapter aux patients et non pas le patient à s'adapter aux médicaments. Donc, antinociceptif, vous avez bien compris que c'était pour la douleur nociceptive, anti-hyperalgésique pour les douleurs neuropathiques, centrales. Donc là, vous avez le problème aussi avec l'hyperalgésie due au morphinique, on va en parler. Et puis, ce que j'ai dit à l'instant, qui agissent sur les contrôles inhibiteurs ou de façon mixte. Donc ça, c'est... Alors, finalement, les opioïdes faibles, dits faibles, et nous sommes un certain nombre à considérer que les opioïdes ne sont pas faibles, ils ont aussi, voire plus, on va le voir, d'inconvénients que les opioïdes dits forts, parce qu'en fait, ils sont un peu moins efficaces que la morphine, et le risque addictif est le même. Et puis, comme vous pouvez le voir, le tramadol, pour moi, c'est un peu, je ne vais pas caricaturer, mais c'est un peu l'ennemi numéro 1. Parce que quand on va arriver en consultation des patientes fibromyalgiques traités par tramadol depuis des mois et des années, il va falloir travailler sur plusieurs semaines, plusieurs mois pour les détacher du tramadol et leur expliquer pourquoi. Et donc, vous avez ces restrictions maintenant, heureusement, dans la prescription du tramadol depuis 2017, mais il n'en reste pas moins que, vous voyez, nous sommes le 3e pays européen consommant le plus d'opioïdes faibles, et dont le tramadol fait évidemment partie. Alors, quant au néfopam, c'est un peu moins dangereux, si je puis dire. Alors, les effets indésirables, vous les avez ici, c'est en fait les effets indésirables de tous les opioïdes. Donc, la liste est longue et souvent on l'oublie, notamment les risques confusionnels, notamment chez la personne âgée, avec les risques de chute et de fracture. Et puis, ce qui est important aussi, c'est tout en bas, la modification du sommeil. Vous savez très bien que, par exemple, dans la fibromyalgie, il y a un triptyque, douleur, troubles du sommeil, fatigue. Eh bien, les troubles du sommeil, on n'est pas assez nombreux, si je puis dire, à poser systématiquement comment est votre sommeil, comment dormez-vous, alors ça doit faire partie de la même interrogation que celle concernant la douleur et la fatigue. Et donc, quand on s'aperçoit que les opioïdes aussi modifient le sommeil, et encore pire les benzodiazépines, mais là ce n'est pas le sujet, donc c'est dire qu'à partir du moment où on prescrit des morphiniques ou des opioïdes, il faut vraiment en prendre la responsabilité et en connaître les inconvénients. Alors, je continue avec, en cassant l'ambiance du tramadol, mais c'est un peu pour ça aussi que tu m'as invité. Et vous voyez, le tramadol est la molécule principalement impliquée dans les décès directs parentalgiques. Alors, nous ne sommes pas au stade des USA, où on distribuait de l'oxycodone gratuitement comme des échantillons aux patients, ou même pas aux patients, à qui vous voulez, donc qui a été le scandale à l'origine de nombreux décès. Mais vous voyez quand même que le tramadol, vous voyez, 48% des décès sont liés au tramadol. Ça, c'est un recueil qui est relativement récent, même si c'est 2014. Finalement, il n'y a pas de raison que les choses aient beaucoup changé.
Et donc, on s'est aperçu, et là c'est encore d'autres études qui vous montrent que finalement, il vaut mieux de la morphine à dose faible que, pour certaines douleurs, que le tramadol, notamment dans les douleurs cancéreuses modérées. Je dirais même, il m'arrive chez quelques personnes âgées qui ne peuvent pas être opérées de l'arthrose, parce que je suis aussi rhumatologue, inopérables, avec un scannant 10 mg le matin, LP, elles vont faire leurs courses et ça se passe très bien. Et si à 80 ans elles sont un peu addictes, c'est pas très grave. Je peux vous dire, c'est pas dramatique. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir que la morphine à faible dose, finalement, par rapport au tramadol, pour avoir l'équivalent en tramadol, vous voyez, 400 mg par jour, c'est quand même pas mal, ou 300 mg de codéine pour avoir l'équivalent. Alors, cette équivalence, la voilà. Donc, vous voyez que 30 mg de morphine LP matin et soir égale le diurésique, là aussi, qui pose un problème aussi en pratique courante, l'oxycontin, l'oxycodone, les codines. Donc, vous voyez cette liste. Et je vous rappelle, tout en bas, que 50 mg de tramadol égale à 8 mg de morphine. Donc, finalement, on arrive vite à une surcharge. Ça, c'est juste un cas clinique d'une patiente que j'ai vue à la Riboisière donc cette année, 49 ans, célibataire, avec un responsable client en arrêt de travail depuis 3 ans. Bon, dans ses antécédents, vous savez très bien que dans la douleur chronique, il y a aussi des antécédents qui peuvent être marqués. C'est pour ça que je l'ai mis, parce qu'elle m'en a parlé. Elle n'a pas connu son père. Elle a été opérée d'une hernie discale, a eu un bypass pour une surcharge pondérale. Et puis, donc, lombagite depuis l'âge de 20 ans, de plus en plus intense, avec des réveils, etc. Mais surtout, elle a été au tramadol depuis 10 ans, quand je l'ai vue en début d'année. Et donc, on a travaillé ensemble. En fait, je lui ai donné un protocole de diminution progressive du tramadol en lui expliquant que ses douleurs actuelles, tant qu'elle aura le tramadol, elle les aura. Et que finalement, c'est le tramadol qui entretient non seulement ses douleurs, mais aussi ses troubles du sommeil, donc douleurs, etc., etc. Et puis, petit à petit, j'ai réussi à la revoir, à la suivre mai, juin, septembre. Vous voyez, c'est récent. Et puis, elle n'a plus de tramadol, elle a un peu de TENS, elle a récupéré son sommeil, au travail, elle a repris le travail et maintenant elle a un siège ergonomique, elle continue son TENS et sa fasciathérapie. Donc, elle m'a dit, maintenant, c'est même plus la peine que je revienne vous voir. Donc, c'est pour vous dire aussi les possibilités que l'on a. Et donc, quand effectivement les patients vous disent, je ne veux plus de médicaments ou je ne les supporte plus, profitons-en pour passer à d'autres thérapeutiques. Alors, ça, c'était juste pour vous rappeler les définitions, parce que souvent, dans l'esprit des patients, on confond abus, mésusage et dépendance. Bon, ça, je ne suis pas là non plus pour vous apprendre ça, mais c'est pour vous dire que finalement, c'est vrai qu'on a besoin quelquefois d'avoir un vocabulaire adapté pour que chacun puisse se comprendre, et notamment entre praticiens. L'addiction, donc c'est ça qui nous pose le plus de problèmes. Et donc, en plus, nous sommes certains inégaux face à... Nous avons tous des récepteurs morphiniques différents d'un patient à l'autre ou d'un individu à l'autre, qui fait que vous ne savez pas, quand vous allez prescrire la morphine ou des opioïdes faibles ou forts, vous ne savez pas comment la personne va réagir. Dans les 48 heures, elle va vous appeler parce qu'elle vomit, mais ça, vous ne pouviez pas le prévoir. Donc, il faut aussi prévenir quelque peu aussi le patient des effets secondaires possibles, parce que c'est la surprise. Chacun ayant ses propres récepteurs morphiniques et dérivés, on ne peut pas savoir qui le tolérera ou qui ne les tolérera pas. Alors, vous savez que maintenant, on a un outil qui s'appelle l'Opioid Risk Tool, qui est un outil, qui est un questionnaire qui permet de dépister les personnes qui seraient éventuellement à risque d'addiction à ces médicaments. Donc vous retrouvez ici les antécédents familiaux d'abus d'alcool, de drogue illicite ou des médicaments sur ordonnance, les antécédents personnels d'abus des mêmes substances, tout ça, ça donne des points. Et puis à partir du moment où vous avez un certain nombre de points, vous vous dites, alors attention, là, il ne faut pas que je prescrive ce type de médicaments. Alors, si on cible un petit peu les pathologies, et donc notamment ce qui a été dit à propos de la fibromyalgie ou écrit, vous voyez, bon ça, je vous laisse le texte qui est un peu long, mais pour vous dire que, en fait, la personne fibromyalgique aura plus de risques d'addiction, c'est finalement la dernière phrase qu'il faut retenir, en fait, à cause de la perturbation des centres de la douleur qui sont parfaitement démontrés chez les patientes fibromyalgiques, vous avez aussi un risque d'addiction supplémentaire par rapport aux non-fibromyalgiques. Donc, attention, une raison supplémentaire pour ne pas leur en prescrire.
Et puis là aussi, dans les lombalgies et les douleurs, dans le traitement de ces douleurs non cancéreuses, il y a eu plusieurs publications qui ont montré que là aussi, le traitement aux opioïdes à long terme pourrait ne pas être supérieur aux non-opioïdes pour améliorer la douleur, la capacité ou la fonction liée à la douleur. Donc en plus, à longue échéance, on n'est même pas sûr de rendre service aux patients. On est toujours dans le cadre, évidemment, de la lombalgie chronique. Alors, finalement, il y a eu des recommandations. La recommandation du CED, le CED, c'est le Cercle d'études de la douleur en rhumatologie, en 2011, où les antalgiques de type paracétamol, tramadol et opioïdes faibles peuvent être utilisés dans le traitement de la fibromyalgie. Pas d'accord, plus d'accord. Parce qu'effectivement, ça nous rejoint lors de nos consultations avec des patients qui deviennent addicts au tramadol notamment. Et puis on sait très bien que dans la fibromyalgie, c'est un processus central. C'est une perturbation, un dysfonctionnement des centres de la douleur. Donc le paracétamol, lui, il est plutôt périphérique. Ce n'est pas une douleur inflammatoire, sauf si la fibromyalgie est concomitante avec des rhumatismes inflammatoires, ce qui arrive dans 30% des cas. Là, j'ai une fibromyalgie, parce qu'en général c'est 9 fois sur 10 une femme, qui est soulagée par des anti-inflammatoires. Il faut se poser la question d'un rhumatisme sous-jacent qui passerait peut-être inaperçu. Mais sinon, effectivement, ce sont des antalgiques qui ne sont pas très intéressants dans cette indication. Et puis, il peut y avoir effectivement un traitement intéressant à proposer de façon ponctuelle pour leur permettre de repartir sur des activités physiques régulières, pour permettre aux kinés de les remettre sur pied, parce que dans la fibromyalgie, le corps, ce que je dis souvent aux patients, votre corps est en bon état, c'est même votre meilleur médicament, mais il va falloir réapprendre à l'utiliser, à reprendre confiance dans votre corps. Et c'est là où le kiné a plus un rôle de coaching que de rééducateur, a plus un rôle de la réadaptation que de la rééducation. Donc, les opioïdes forts, finalement, ne sont pas recommandés dans le traitement de la fibromyalgie. Ça, c'est les recommandations de Limoges, mais maintenant, on peut dire aussi que les opioïdes faibles, pas. Alors, évidemment, ça, c'est juste pour vous dire que ne lisez pas, sinon vous n'allez pas en sortir, mais que les recommandations de l'HAS existent à ce sujet. Et vous voyez quand même que là aussi, c'est encore discutable, puisqu'on dit que les médicaments antalgiques opioïdes sont recommandés en première intention pour le traitement de la plupart des douleurs aiguës et sévères. D'accord, mais là, on n'est pas dans le même contexte. Donc, prudence, une fois de plus, même quand l'HAS s'en mêle. Alors, nous sommes effectivement avec la fibromyalgie et la douleur, même lombalgique chronique. Maintenant, on préfère dire persistant parce que c'est moins dur pour le patient d'entendre une douleur persistante qu'une douleur chronique. Mais en fait, c'est cette neuroplasticité qui est importante. Et à contrario, je vous ai dit attention avec les opioïdes, mais en même temps, on sait très bien que si on sous-évalue une douleur, qu'on la sous-traite, eh bien, cette douleur, à cause justement de cette neuroplasticité, elle va devenir plus intense, plus rebelle. Donc, ce n'est pas facile de nuancer. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même traiter vite, fort et bien une douleur qui s'installe pour ne pas qu'elle s'installe autrement qu'après quelques semaines. Alors, dans cette neuroplasticité, donc vous savez très bien, comme je viens de vous le dire, que si vous sous-traitez vos patients, parce que ça c'est universel, on s'est aperçu qu'on sous-évalue nos patients, c'est dans le monde entier, hein, c'est la littérature médicale partout, on sous-évalue nos patients, quelqu'un qui vous dit 7 sur 10, vous allez le traiter à 5 sur 10. Ça, c'est une inconscience qu'on a tous, un défaut qu'on a. On sous-évalue, on sous-traite, et du coup, à ce moment-là, on a un problème d'hyperalgésie qui va s'installer, d'auto-entretien de la douleur et de diffusion du champ de la douleur, notamment très bien chez les lombalgiques. À peine on les touche à n'importe quel endroit du dos, ils se redressent tellement l'allodynie est importante. Donc, il ne faut pas être radin non plus dans le traitement de la douleur. Alors finalement, si on reprend la fibromyalgie comme exemple, ça tombe bien, madame, monsieur, que vous ne supportiez pas les médicaments. Parce que les anti-inflammatoires, ça ne marche pas. Les antiépileptiques, finalement, ce n'est pas une douleur neuropathique. Et en plus, il y a de l'addiction avec le Neurontin. Et je vous rappelle que Neurontin et l'Lyrica, c'est la même molécule, sauf que le Lyrica, c'est le même laboratoire, sauf que le Lyrica fait encore plus grossir et donne encore plus d'inconvénients. Donc moi, j'ai rayé le Lyrica de ma prescription, même dans les douleurs neuropathiques. Je commence plutôt par le Neurontin. C'est une parenthèse. Limite des antidépresseurs, limite du paracétamol, on a vu pourquoi, et surtout, pas de benzodiazépine. On a parfaitement démontré que les benzodiazépines, nous, j'appartiens à une génération où on prescrivait du Rivotril, mais ça c'est fini, heureusement, parce qu'on s'est aperçu que finalement, les benzodiazépines modifiaient la phase paradoxale du sommeil. Vous savez, cette phase très importante pendant laquelle vous rêvez, qui est courte, et les benzodiazépines altèrent cette phase paradoxale, et donc
au bout d'un moment, altèrent le sommeil, et les troubles du sommeil sont aggravés par la benzodiazépine, donc plus de douleur. Donc, à ne pas prescrire. Et puis donc, échec et danger des opioïdes, ça c'est notre problème quotidien, nous, dans les consultations douleur, où les patients viennent avec une hyperalgésie, une allodynie, et cette addiction malgré eux. Et donc, il va falloir petit à petit leur faire comprendre qu'on commencera à pouvoir vraiment les traiter quand ils n'auront plus leur tramadol. Parce que, et en fait, comme je vous ai montré avec le cas précédent, finalement, ils récupèrent leur sommeil et ils ont nettement moins mal et c'est beaucoup plus facile ensuite de les traiter. Donc la conclusion, c'est que, évidemment, vous connaissez tous ce concept biopsychosocial qui nous rappelle que les solutions ne sont pas ou surtout pas que médicamenteuses. Mais moi, ce que je dis aux patients souvent, c'est comme une partie de cartes, on va utiliser plusieurs cartes en même temps. Votre corps, c'est votre meilleur médicament. Et puis, c'est plus facile d'avaler un comprimé que de changer d'habitude, certes, mais on doit y arriver à partir du moment où la personne est prête à participer. Donc, vous savez très bien que la douleur persistante relève de facteurs multiples et variés, compliqués, avec souvent un retentissement et un désordre d'origine centrale. Donc, priorité aux traitements non médicamenteux, et alors là, on va pas évidemment, c'est pas le sujet, mais en fait, ils sont bien nombreux. Priorité aux pluridisciplinaires, et par exemple, le réseau de la douleur avec lequel je collabore depuis des années et qui répond de façon remarquable à cela.